Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Bonnes pratiques au travail en période hivernale. Donc, je suis Stéphanie Buisine, chargée de projet et de partenariat chez Presoa et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire traitant des risques liés aux événements climatiques et notamment les événements hivernaux. Lorsque l'on pense aux événements météorologiques, on pense naturellement à la canicule, mais il ne faut pas négliger les événements hivernaux. Il faut savoir qu'environ 13% des salariés sont exposés aux intempéries. Ce type d'événements météorologiques peuvent avoir des impacts significatifs sur les populations et les entreprises. Nous avons tous en tête l'exemple des crues dans le Nord-Pas-de-Calais en début d'année et plus récemment sur Valence. Donc pour votre information, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur nos réseaux sociaux. Le support utilisé vous sera également envoyé par mail, accompagné d'un questionnaire de satisfaction. Et vous pourrez poser vos questions dans la section conversation tout au long du webinaire. Un temps de réponse est prévu à la fin. Les questions soumises lors de l'inscription vous seront également évoquées. Veuillez noter que les questions relatives à des situations très spécifiques ne seront pas traitées durant cette présentation, mais plus particulièrement en dehors de ce temps d'échange collectif. Alors au sommaire, ce webinaire est composé de 3 parties. Une première partie plus sur les risques pour la santé qui sera présentée par Élise Clément et Isabelle François, toutes deux infirmières en santé-travail. Une deuxième sur les moyens de prévention qui sera abordée par Florent Quillan, responsable QHSE. Et une dernière partie qui concerne vos questions, les différentes questions posées. Donc, je vais laisser la parole à Élise qui va reprendre la main sur la partie santé. Bonjour à tous, nous allons donc aborder ensemble les généralités en lien avec le travail au froid et dans un second temps, nous aborderons les généralités sur les inondations avec quelques définitions et rappels. En France, les températures les plus basses surviennent habituellement en janvier, mais des épisodes précoces peuvent intervenir courant décembre en général, mais il y a également des épisodes de froid parfois plus tardifs qui peuvent survenir courant mars ou avril. Il faut savoir que le travail au froid peut concerner plusieurs situations de travail. Le travail en intérieur, dans un environnement froid, mais surtout le travail en extérieur que nous allons aborder dans le cadre de ce webinaire. Les secteurs d'activité les plus concernés sont donc les espaces verts, le secteur agricole, le transport, le BTP, mais également le secteur de l'équipement frigorifique. Parlons ensemble des inondations. Elles sont définies selon 3 paramètres principaux: la hauteur de l'eau, la vitesse du courant et la durée de la crue. Les inondations sont souvent des phénomènes qui sont imprévisibles, comme nous avons pu le constater le 29 octobre dernier pour les inondations de la région de Valence, et cela peut provoquer des crues éclairs dévastatrices. Le risque d'inondation est amplifié notamment l'hiver à cause de la baisse de l'évaporation de l'eau, mais également en fin de période hivernale avec la fonte des neiges qui est parfois rapide. Les inondations résultent donc de pluies intenses qui apportent une grande quantité d'eau sur une durée très courte, et cette quantité peut égaler celle reçue habituellement en un mois ou sur plusieurs mois. Mais comment sont-elles mesurées? Elles sont calculées en millimètres par 24 heures, à savoir qu'un millimètre correspond à 1 litre par mètre carré de surface. Pour les phénomènes les plus violents, le cumul dépasse parfois les 100 millimètres sur une heure. Et à titre d'information, sur la région de Valence, il est tombé en 3 heures ce qu'il était tombé sur les 21 derniers mois. Parfois jusqu'à 179 millimètres en une seule heure, ce qui est un chiffre record. Les fortes précipitations peuvent résulter d'orages violents et stationnaires, de successions d'orages localisés ou de pluies qui sont parfois plus étendues. Pour rester informé sur le risque d'inondation, vous pouvez consulter le site Vigicru, c'est le service d'information sur le risque de crue des principaux cours d'eau de France. Les seuils sont classés par couleur, vert, jaune, orange et rouge. Donc le seuil vert, pas de vigilance particulière à accorder, il n'y a pas de risque particulier prévu. Le risque jaune ou le risque de crue est génératrice de débordement.
et de dommages localisés, avec une montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance dans le cas des activités exposées ou saisonnières. Le seuil orange, où le risque de crue est génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes. Et le seuil rouge, où le risque de crue est majeur, il y a une menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens. Ce jour, après avoir consulté le site de Vigicru, nous sommes actuellement en vigilance jaune en France métropolitaine. Passons maintenant à la réglementation. Que dit la loi concernant le travail au froid? Eh bien, il n'y a pas de seuil de température limite défini par le Code du travail. Mais entre 5 et 15 degrés, il peut y avoir un inconfort et une certaine pénibilité sur le poste de travail, mais le risque direct pour la santé est moindre. Si la température est inférieure à 5 degrés, il peut y avoir des effets directs sur la santé qui seront abordés juste après par ma collègue. À savoir qu'il faut aussi tenir compte d'autres critères que le froid qui seront abordés dans la partie prévention de ce webinaire. Dans ce cadre, il est important de rappeler que l'employeur reste le garant de la sécurité physique et mentale des travailleurs, comme stipulé dans l'article L4121-1 du Code du travail. Il est donc important de mettre en place une organisation et des moyens adaptés afin de limiter les risques. Pour résumer, le froid peut donc tuer indirectement en aggravant des pathologies qui sont déjà présentes et contrairement aux fortes chaleurs, on ne peut pas parler de période d'acclimatation au froid. De plus, il affecte chaque personne différemment selon qu'elle vit en ville, à la montagne, au nord ou au sud. Les risques sanitaires sont cependant accrus pour toutes les personnes qui sont fragiles ou atteintes de maladies respiratoires et cardiaques déjà préexistantes. Les personnes en bonne santé peuvent également éprouver les conséquences du froid, notamment en exerçant des métiers les exposant au froid. Et je vais donc laisser la parole à ma collègue Isabelle pour aborder avec vous ces différents points. Merci Élise, bonjour à tous. Moi je vais vous parler surtout des symptômes possibles et notamment des phénomènes de régulation par rapport à l'exposition au froid ou à l'inondation. Donc la température du corps est de 37 degrés, mais en cas d'exposition au froid, plusieurs phénomènes se produisent. Le frisson, qui est un phénomène de vasoconstriction cutanée, qui permet de retenir la chaleur. On constate alors une augmentation de 500% de la production de chaleur à cet instant. Se produit également une diminution de la température des pieds et des mains. Il faut savoir que l'organisme produit de la chaleur grâce à l'alimentation et à l'activité physique. Notamment, cependant, si la perte de chaleur est plus importante que la production, la température du corps va baisser. Autres symptômes possibles, les troubles vasomoteurs. Alors, ce sont des sensations de doigts morts, une perte de sensibilité. Il faut savoir que le syndrome de Raynaud est un trouble vasomoteur qui touche 10% de la population générale. Autre phénomène, les troubles musculo-squelettiques. Travailler au froid peut être dangereux pour la santé. Cela peut augmenter la survenue des TMS, donc troubles musculo-squelettiques. En effet, le froid agit sur les muscles les plus profonds, ce qui a pour effet de diminuer la force musculaire et de provoquer des raideurs articulaires. Autre phénomène provoqué par le froid, l'engelure et la gelure. Ce sont des atteintes cutanées qui peuvent être plus ou moins graves. L'engelure est sans séquelles et réversible, tandis que la gelure, elle, est grave, douloureuse et permanente en cas de nécrose profonde des tissus. L'hypothermie, qu'on va retrouver dans l'inondation et aussi quand on est exposé aux baisses de température, donc avec des symptômes généraux type frisson, atonie, c'est-à-dire un manque d'énergie, de la fatigue, des symptômes cutanés avec une peau froide, des symptômes neurosensoriels qui se présentent sous une forme de désorientation, confusion, perte de conscience. Là, on est dans l'urgence vitale, avec un risque principal, c'est l'arrêt cardiaque brutal par fibrillation ventriculaire lors du réchauffement ou de la manipulation.
Le risque cardiovasculaire, comme on l'a dit, est augmenté. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque cardiovasculaire? C'est la probabilité de survenue d'une maladie ou d'un accident cardiovasculaire, maladie du cœur ou des artères. En effet, le froid provoque une contraction involontaire des vaisseaux sanguins qui favorise le détachement des plaques d'athérome. Alors, les plaques d'athérome, c'est une accumulation de dépôts graisseux et calcaires qui se trouvent sur les parois des artères. Cela entraîne l'aggravation d'une angine de poitrine, d'une artérite des membres inférieurs, ainsi que la survenue d'un infarctus du myocarde, qui est en fait une crise cardiaque, ou d'un accident vasculaire cérébral de type ischémique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une interruption de la circulation du sang due à un caillou qui se trouve dans une artère qui mène au cerveau. Autre risque lié avec la prise de médicaments, donc notamment les vasodilatateurs et certains antihypertenseurs, qui provoquent cette fois la dilatation des vaisseaux sanguins. Il y a également les neuroleptiques, les anxiolytiques, les somnifères, qui eux perturbent la régulation de la température corporelle, ainsi que les comportements de froid. Cela peut être néfaste à la santé par temps de froid. En cas de baisse de température, et si vous suivez ce type de traitement, il ne faut pas l'interrompre, mais en parler à votre médecin traitant et voir si une adaptation peut être nécessaire. Les recommandations, donc se nourrir convenablement, maintenir la température ambiante à 19 degrés, limiter les déplacements professionnels. Il faut aussi limiter les efforts physiques et les activités à l'extérieur. On va plutôt privilégier le travail à l'intérieur. On va porter une tenue adaptée à l'activité et à la température, couvrir les extrémités du corps, le cou, les pieds, les mains, le nez, mais également la tête, et porter plusieurs couches de vêtements. Ce thème sera évoqué par Florent dans la suite du webinaire. La conduite à tenir en cas de problème de santé. Il faut alerter les secours, donc le 15 ou le 112. Il faut maintenir la personne à l'abri du froid, sans faire de mouvement brusque et en l'isolant du sol. On lui fait boire une boisson chaude en évitant le café ou le thé, parce qu'il y a un risque cardiaque. On va couvrir la personne. Si la victime porte des vêtements mouillés, on va les enlever et les remplacer par des tenues chaudes et sèches. Si la victime est inconsciente, on va la placer en PLS, en position latérale de sécurité. Une vigilance particulière pour les personnes fragiles qui souffrent d'insuffisance cardiaque et respiratoire, d'angine de poitrine, d'asthme et de diabète. Voilà, je laisse la parole à Stéphanie. Merci Isabelle et Élise. Donc sur cette deuxième partie, on va aborder la partie, les éléments de prévention. Donc c'est Florent qui va nous parler de tout ça. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Donc en effet, maintenant que nous avons vu les éléments autour de la santé, des risques d'inondation et de grand froid, nous allons parler des mesures de prévention que vous pourrez envisager pour prévenir ce risque. Alors tout d'abord, il faut garder à l'esprit que les principes de prévention sont toujours basés sur les 9 principes généraux de prévention, c'est-à-dire éviter ou supprimer le risque, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution des technologies, planifier la prévention, remplacer ce qui est dangereux parce qu'il l'est moins, prendre des mesures de protection collective et informer les salariés, en respectant idéalement cet ordre-là. Dans la démarche de prévention, supprimer ou éviter les risques liés au froid ou aux inondations semble difficile, puisqu'on est sur des conditions météorologiques. Il faut donc mettre en place des mesures spécifiques qui vont être intégrées au document unique. Les risques liés au froid ou aux inondations doivent être donc intégrés dans le document unique de l'entreprise comme étant des risques à part entière et le différencier notamment du risque lié à une ambiance thermique froide. Par exemple, un salarié qui travaille dans un entrepôt frigorifique, il faudra évaluer les risques d'un travail en environnement froid et d'une période météorologique de grand froid avec 2 lignes spécifiques dans le document unique.
Risques liés à un environnement frigorifique avec des mesures de prévention adaptées. On peut penser notamment aux tenues, aux outils de travail, aux délimitations des zones. On peut penser par exemple pour les caristes, avoir des cabines chauffées, etc. Du risque grand froid, qui va être l'exposition à l'extérieur d'un salarié au froid. Et si on reprend l'exemple du cariste, votre cariste qui passera d'une zone en environnement frigorifique à l'intérieur, donc là, le risque lié à l'environnement frigo, à un travail en extérieur qui pourrait l'amener à être exposé à un risque lié aux conditions météorologiques et donc au grand froid, avec des mesures spécifiques, un aménagement des horaires, un temps de pause adapté, etc. Tout en sachant que des mesures de prévention peuvent très bien être adaptées dans les deux situations. Cette évaluation est à adapter de manière individuelle, éventuellement prendre en compte la présence de femmes enceintes dans les effectifs, de salariés mineurs et bien sûr à l'activité de l'entreprise. Pour construire la démarche de prévention, on va utiliser le principe THO. Pour technique, on va plutôt s'intéresser aux aspects matériels, outils et équipements. Humain, plutôt sur l'aspect formation, sensibilisation, communication. Et l'aspect organisationnel, plutôt sur les méthodes, les process. Concernant l'organisation, il est important de préciser que l'anticipation du risque est toujours une bonne chose et que mettre en place une procédure adaptée à la situation est notamment validée avec le CSE, car si cette procédure met en place un aménagement des horaires, ceci doit être validé par le CSE, ça peut être un bon élément. La mise en place d'un plan de continuité d'activité, ou PCA, est aussi un bon outil pour anticiper les scénarios et mettre en place les actions nécessaires, à la fois lors de l'événement, mais aussi pour la reprise de l'activité dans des conditions normales. Comme nous avons pu l'évoquer par Élise tout à l'heure, vérifier quotidiennement les conditions météorologiques avec les différents niveaux de vigilance qui peuvent être indiqués sur le site Vigicru et également sur le site de Météo France pour être informé en cas de période de froid ou de risque d'inondation. Les déplacements professionnels doivent être un vrai point de vigilance lors de ce genre d'événements, puisque lors des épisodes de grand froid ou d'inondation, il y a un risque pour les salariés qui seraient amenés à se déplacer dans le cadre de leur mission. Donc limiter les déplacements, privilégier le télétravail quand cela est possible. Autre point important, c'est d'éviter le travail isolé pour éviter ainsi un risque, notamment quand nous avons évoqué par Isabelle, les risques d'hypothermie. Donc travailler au moins en binôme. Pour les salariés du BTP, un arrêt de chantier doit être envisagé. Dans le BTP, les intempéries correspondent aux conditions atmosphériques et aux inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard à la santé ou à la sécurité des salariés, ou encore à la nature ou à la technique du travail accompli. Le principe des intempéries dans le BTP est codifié par le Code du travail, que vous pouvez retrouver sur le diapo. Ainsi, le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations, le grand vent ne sont considérés comme des intempéries que s'ils rendent réellement tout travail impossible ou dangereux, ou s'ils provoquent sur le chantier un arrêt imprévisible et inévitable. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de l'OPP-BTP qui parle un peu plus précisément de ces points-là. Il faut également garder à l'esprit que cette mise en intempérie ne concernera qu'un risque pour la santé et la sécurité des salariés et non pas une impossibilité technique liée au process, par exemple une période de gel pour le coulage du béton. Ça ne passera pas comme une forme d'intempérie. Il existe des indicateurs pour s'aiguiller justement dans les mesures organisationnelles à mettre en place. Et on peut notamment utiliser l'indice de froid éolien, l'indice de refroidissement éolien, qui est un document produit et mis à disposition par l'INRS. C'est un outil canadien qui permet de prendre en compte à la fois la température extérieure et l'exposition au vent pour fixer des valeurs limites d'exposition. Valeurs limites qui sont à titre indicatif, comme a pu le dire Élise, il n'y a pas de seuil réglementaire. Cette classification, prenant en compte les deux éléments, permet de classer le danger selon un niveau d'exposition allant de risque faible, qui va être un peu de danger avec risque d'engelure faible, on va être plutôt sur de l'inconfort, à un danger réel et immédiat, puisque les phases les plus dangereuses peuvent, pour les peaux exposées, faire geler la peau en moins de 2 minutes. Donc on est sur une situation de conditions extérieures dangereuse. Comme vous pouvez le remarquer sur le tableau, on est sur des niveaux de température qui descendent très bas. C'est un outil canadien, donc exposé au froid polaire.
Mais dans nos régions, on peut facilement imaginer des périodes de température à -10, -15 degrés avec du vent. Et dans ce cas-là, on va être sur des risques modérés où la peau peut être gelée si elle est exposée en 10 à 30 minutes. Donc il faut surveiller, par exemple, tout risque d'engourdissement ou de blanchissement du visage et des extrémités. C'est un bon indicateur que vous pouvez utiliser pour avoir justement un point de repère pour les risques pour les salariés travaillant en extérieur. Pour l'organisation dans les périodes de grand froid, limiter l'exposition au froid, rotation des tâches, chauffage des locaux, adaptation des temps de pause, organisation du travail en fonction des conditions météorologiques. Privilégier toujours le travail à l'abri du vent et de la pluie. Limiter le travail sédentaire, privilégier le mouvement. Attention toutefois à ne pas aller sur une surcharge physique qui serait trop importante et qui poserait d'autres problématiques. Organiser la distribution de boissons chaudes. Et comme a pu vous le dire Isabelle, les boissons chaudes en limitant toutefois le café et le thé pour les risques cardiovasculaires que cela peut engendrer. Assurer l'entretien des installations de chauffage, donc vérifier les installations de chauffage et de production d'eau chaude. Éviter de faire fonctionner des chauffages d'appoint en continu et ne surtout pas obstruer les bouches d'aération. On est dans la période idéale pour faire l'entretien des chauffages et un chauffage bien entretenu, c'est à la fois un gage de sécurité et aussi un gage de performance au niveau consommation. Lors d'un risque de tempête ou d'inondation, au niveau organisationnel, malheureusement, il y a assez peu de choses qui sont possibles de mettre en œuvre. On va plutôt se concentrer sur une logique de sécurisation. Dans un premier temps, sécurisation du personnel, arrêt des activités en extérieur et notamment des travaux en hauteur. Limiter au maximum les déplacements, privilégier le télétravail. La sécurisation de l'entreprise. On va être plutôt sur la fermeture de l'entreprise, fermeture des fenêtres, des volets, débrancher dans la mesure du possible les équipements électriques, sécurisation des objets en extérieur pour éviter qu'ils s'envolent, contrôler les seuils de vitesse du vent au-delà desquels des restrictions d'utilisation sont préconisées. On peut notamment penser aux échafaudages. Coupure des énergies en cas d'évacuation des locaux. Tout ça, ce sont des mesures qui vont permettre de sécuriser au maximum le site. Enfin, la mise à hauteur des éléments sensibles et notamment des produits chimiques dangereux pour éviter qu'ils ne se déversent dans les cours d'eau. Des mesures techniques peuvent être également utilisées lors des périodes de grand froid. On va travailler déjà sur l'isolation des locaux, isolation thermique et une détection notamment des courants d'air. La mise en place de générateurs d'air chaud. Il existe des générateurs électriques qui peuvent être simplement branchés pour propulser de l'air chaud dans un environnement de travail. Pensez également au salage des sols sur les parkings, sur les zones de circulation extérieure pour limiter le risque de chute. On parlait au tout début d'organisation de l'entreprise. Par exemple, avoir une personne dédiée avec un peu de matériel au salage des sols des extérieurs de l'entreprise. Et enfin, utiliser des matériaux ou des outils faiblement conducteurs au froid. Privilégier par exemple les matériaux en bois ou en composite et éviter par exemple l'utilisation d'équipements métalliques qui sont très conducteurs au froid et d'autant plus en contact peau-métal sur du métal froid avec un risque que la peau colle au métal. D'autres mesures sont également possibles en cas d'inondation ou de tempête, mais malheureusement, des mesures techniques vont avoir un impact limité sur la protection du site. On peut bien sûr penser à ce que l'on peut voir lors de périodes d'inondation, l'utilisation de sacs de sable au niveau des portes et fenêtres pour limiter l'entrée de l'eau. Mais malheureusement, ça aura un impact limité et tout dépendra du niveau de la montée des eaux. On a parlé des événements récents à Valence. Les sacs de sable n'auraient de toute façon servi à rien de par la montée des eaux qui a eu lieu. Il existe également d'autres équipements qui commencent justement à se développer, des portes étanches, des systèmes qui se gonflent automatiquement pour protéger les entrées des bâtiments ou des maisons. Tout ça peut être intéressant, mais aura un impact malgré tout limité en fonction du niveau de la montée des eaux. La mise en place de paratonnerres dans le cadre d'une période de tempête dans l'entreprise est possible. Toutefois, elle n'est obligatoire que dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement et sur certains établissements recevant du public. Au niveau des mesures humaines, dans un premier temps, toujours sensibiliser les collaborateurs aux différents risques et aux conduites à tenir
en cas d'événement météorologique dangereux. Donnez la possibilité également aux salariés de mettre des vêtements de rechange. Même si votre entreprise n'est pas équipée de vestiaires, essayez d'organiser vos locaux pour permettre justement à vos salariés de se changer, notamment s'ils sont amenés à travailler dehors avec une exposition au vent et à la pluie, comme la journée d'aujourd'hui. Au niveau des équipements de protection individuelle, il en existe de nombreux qui sont adaptés à la situation d'exposition au grand froid. On va privilégier l'empilage de différentes couches, entre 2 et 3 couches, avec une couche absorbante au plus près du corps pour absorber la transpiration, et une couche extérieure qui va être, elle, isolante du froid et imperméable. Pensez également aux sous-vêtements contre le froid. Il existe de nombreux sous-vêtements résistants au froid et permettant justement d'assurer une bonne protection thermique. Ne pas oublier d'isoler les extrémités du corps, tête, mains, pieds notamment. Sur les EPI, il existe de nombreuses normes qui peuvent être pour vous des points de repère pour équiper correctement vos salariés. On va, pour les tenues de travail, utiliser en cas de froid modéré, c'est-à-dire supérieur à -5 degrés, la norme EN 14058. Pour les environnements très froids, on va être sur la norme EN 342. Dans les deux cas, ces normes fixent des obligations sur les vêtements à avoir une résistance thermique, une perméabilité à l'air et une résistance à la pénétration de l'eau. Concernant les gants, nous utiliserons la norme EN 511 avec le petit logo que vous pouvez voir à l'écran. Et il va y avoir des chiffres qui vont permettre d'évaluer le niveau d'imperméabilité à l'eau, le froid de contact, la résistance au froid de contact et au froid convectif, c'est-à-dire le froid environnant. Concernant les chaussures ou les bottes, on va utiliser la norme EN 345, qui est la norme des chaussures de sécurité, avec deux codifications qui seront intéressantes pour les chaussures et les bottes. La codification CI, qui va être l'isolation contre le froid, et la codification WRU, qui va être l'imperméabilité à l'eau. Si vous avez des salariés qui travaillent en extérieur et qui peuvent être amenés à travailler en période de grand froid, vérifiez que ces normes-là sont bien indiquées sur les modèles de chaussures de sécurité qui sont fournis par votre entreprise. Au niveau des recommandations et des mesures humaines en cas de tempête ou d'inondation, pour les tempêtes, on va respecter tout simplement les gestes qu'on apprend dès l'enfance. Ne pas s'installer sous un arbre, s'éloigner des structures métalliques, ne pas courir, rester immobile, accroupi et les pieds joints. En cas d'inondation, ne pas utiliser les équipements électriques, veiller à bien fermer les poubelles et à les mettre dans des placards pour éviter qu'elles ne flottent, pour éviter les risques de choc ou de collision. Les animaux peuvent s'enfuir, et notamment des rongeurs. Ne surtout jamais les toucher. S'installer en hauteur, dans les étages. Ne jamais vous engager à pied ou en voiture sur des voies émergées ou dans un parking souterrain. 30 cm d'eau peuvent suffire à soulever et emporter un véhicule. Les images que nous avons vues de Valence ces dernières semaines nous l'ont parfaitement montré. Ne pas sortir. Vous êtes plus davantage en sécurité à l'abri dans les locaux de l'entreprise ou chez vous que en essayant d'être à l'extérieur. Pour continuer à informer vos salariés, vous pourrez utiliser différentes documentations, ressources qui pourront vous être utiles. Presoa a mis en place des brochures sur le risque lié au grand froid, aux inondations et aux tempêtes. Nous pouvons également vous inviter à consulter la brochure sur les premiers secours pour avoir les conduites à tenir au niveau du secourisme. Un accompagnement est bien évidemment possible par Presoa en termes d'études de poste, de conseils, de sensibilisation. N'hésitez pas également à consulter notre site internet pour voir les différents contenus disponibles. Pour d'autres contenus, nous pouvons vous recommander de consulter le site de l'OPP-BTP pour les entreprises du bâtiment, mais pas que, le site de l'INRS qui a des pages dédiées à ces risques, le site Vigicru, comme nous en avons parlé, les sites des préfectures de la région Hauts-de-France qui vont vous informer sur les conduites à tenir et les alertes, le site de la DRET qui a produit l'année dernière, suite aux inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, un guide pratique en cas d'inondation, document très intéressant qui contient également un guide de remise en route de l'entreprise avec les différentes étapes à respecter. Et enfin, le site amélie.fr qui pourra également vous donner des informations. Je vais maintenant laisser la parole à Élise qui va nous parler un petit peu vaccination.
Merci Florent. Oui, nous profitons également de ce webinaire pour vous rappeler que durant la période hivernale, il y a davantage de cas de maladies bactériennes ou virales aiguës qui touchent surtout les personnes les plus fragiles face au froid. C'est donc le moment de penser à vous vacciner. N'hésitez pas à nous contacter concernant les actions en santé publique, notamment en ce qui concerne les campagnes de vaccination. Merci Élise pour ces éléments. Donc là, on arrive sur la dernière partie de ce webinaire avec la réponse aux différentes questions que vous avez posées, notamment lors de l'inscription. Donc nous avons eu plusieurs questions. Donc une première question concernant les températures minimales de bureau, une personne qui se questionnait sur les températures minimales du bureau. Est-ce qu'il y a des éléments aussi par rapport à des contrastes de température donc là, je vais peut-être laisser la parole à Isabelle pour préciser ces éléments-là. Ok, merci Stéphanie. Donc en fait, concernant la température minimale du bureau, ben, il n'y a pas de température définie par le Code du travail, mais on constate quand même, comme l'avait dit Élise, un inconfort entre 5 et 15 degrés. Donc on conseille quand même de maintenir la température à 19 degrés dans les bureaux. Il faut bien sûr prendre en compte l'activité des salariés, hein. Ça dépend s'ils font un travail sédentaire ou une activité physique. Voilà. Merci Isabelle. Donc une autre question, enfin on en a eu plusieurs d'ailleurs, qui ont été posées en lien avec la réglementation du travail au froid. Donc on l'a abordé un petit peu dans la partie d'Élise. Oui, tout à fait, Stéphanie. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, il n'existe pas de réglementation spécifique, hormis la mise en intempérie pour les activités du BTP. Ok, merci. Donc on a eu également des questions concernant le travail en extérieur. À quelle température le travail en extérieur est considéré comme dangereux? Florent, peut-être tu peux revenir sur ce point-là. Bien sûr. Alors, on va considérer le travail comme dangereux, la température de travail comme étant dangereuse en dessous des 5 degrés. Là, il y a un risque qui est présent. Mais il faut prendre en compte également d'autres paramètres que simplement la température. On a pu le voir avec l'indice de froid éolien. Il faut prendre à la fois la température en compte, le vent, l'humidité et la charge physique et l'activité. La sensation de confort ou le risque sera différent si on est à une température de 10 degrés avec un environnement sec en intérieur et sans vent, avec une charge physique modérée, que d'être sur un environnement à 10 degrés en étant sur un travail totalement sédentaire et exposé au vent et éventuellement à l'humidité. Donc le ressenti va être totalement différent. Donc c'est difficile de donner une température précise. Il va toujours falloir garder à l'esprit de prendre en compte tous ces paramètres-là pour évaluer le risque et se dire à quel moment on estime que l'exposition à une température de travail en extérieur est dangereuse. Merci. Une dernière question donc, qui concerne les fermetures exceptionnelles pour intempéries. Est-ce que c'est possible est-ce que ça existe au niveau réglementaire et comment elles sont prises en charge? Florent, peut-être tu peux continuer aussi sur Oui, ce point. bien sûr. Donc, hormis pour les entreprises du BTP, ce format de mise en intempérie n'existe pas dans le Code du travail. Il est vraiment spécifique aux activités du BTP. Donc, c'est une forme de chômage partiel. Pour les autres secteurs, on peut toujours imaginer une possibilité de fermeture, notamment si elle est exigée par la préfecture en cas de danger grave pour les citoyens. On peut penser notamment, lorsqu'il y a des épisodes de neige, aux fermetures de certaines activités de transport collectif. On peut penser aux bus et aux trains lorsque ce type d'événement arrive. Mais cela ne va concerner que quelques secteurs d'activité. La préfecture va être plutôt dans un rôle de conseil et de recommandation pour les citoyens de manière générale. En tant qu'employeur, il n'y aura pas forcément d'action particulière à mettre en place sur une fermeture exceptionnelle en cas d'intempérie. Ce ne sera pas du chômage partiel, ce ne sera pas ce genre d'éléments. Par contre, après, l'employeur peut s'organiser avec ses équipes pour voir justement s'il y a des possibilités de journées de télétravail, de jours de RTT, comment s'organise la continuité de l'activité de l'entreprise ou non sur ce type d'événement. Tout ça, ce sera fait en local au niveau de l'entreprise directement entre l'employeur et ses salariés. Ok, nickel.
Eh bien, merci à vous tous. On a fini notre petit topo sur ces sujets de la météo en hiver, du froid en hiver. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants pour leur participation et à vous tous pour votre présence. Vous allez recevoir le questionnaire de satisfaction et le diaporama par mail prochainement. Et la vidéo sera également disponible sur YouTube dans quelques temps. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.